Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons installer Julia sous Windows 10. La première chose à faire, c'est de télécharger Julia en se connectant directement sur le site de Julia, qui est à l'adresse julialang.org. Je tape donc l'adresse julialang.org. Je clique sur le bouton Download pour téléchargement. Et je choisis ici l'installateur 64 bits, qui est celui couramment utilisé pour les machines récentes. J'enregistre ce fichier et je vais l'exécuter ensuite en tant qu'administrateur pour permettre à l'installation de se faire le plus correctement possible. Voilà, donc ici je récupère le répertoire dans lequel mon fichier s'est installé, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà, je peux fermer ça. Et ici, donc, je fais un clic droit sur mon installeur et je l'exécute en tant qu'administrateur. J'autorise évidemment l'application. Je n'oublie pas de cocher la case ici, ajouter Julia au chemin d'accès. Et il n'y a plus qu'à attendre la fin de l'exécution de l'installateur. Une fois que l'installation s'est terminée, donc ici j'ai la possibilité soit d'exécuter Julia, soit d'ouvrir le répertoire de Julia, soit d'ouvrir la documentation. Pour l'instant, je n'ai besoin d'aucun de ceci. Je peux fermer ici mon répertoire téléchargement et vous voyez que l'icône Julia a été rajoutée. De la même manière, dans le menu, si je descends ici, voilà, récemment ajouté, Julia a été rajouté récemment. Maintenant que Julia est installée, on va pouvoir commencer à la configuration de Julia avec les paquets nécessaires. Donc ici, je double-clique sur l'icône Julia et je me retrouve dans le prompt Julia. Donc je vois que c'est bien la version 1.7.2 qui est installée. D'accord? Et donc je suis dans un environnement ici qui s'appelle le REPL, Read, Evaluate, Print, Loop, qui est le mode standard de Julia. Pour vérifier que l'installation a bien fonctionné, je peux faire un calcul basique comme 1 plus 1, appuyer sur Entrée, j'ai bien le bon résultat. Je vais donc pouvoir maintenant ajouter des paquets. Pour ajouter les paquets, il faut rentrer dans le mode de gestion de paquets, et le mode de gestion de paquets s'obtient en utilisant la touche crochet fermant. D'accord? Donc j'appuie sur cette touche et je rentre dans le gestionnaire de paquets. Ici, je peux voir que, en tapant la commande status, la liste des paquets installés. Pour l'instant, j'en ai aucun installé. Donc là, j'ai pour la première utilisation la configuration de mon environnement et aucun paquet installé associé. Je vais donc pouvoir commencer à ajouter les paquets un par un. Je vais ajouter les paquets qui m'intéressent, par exemple le paquet plots. L'installation est un petit peu longue, elle peut prendre, en fonction de votre connexion Internet et de la capacité de votre ordinateur, quelques minutes, peut-être parfois jusqu'à une dizaine de minutes. Donc ne soyez pas surpris si cette installation prend du temps, et on se retrouve à la fin de l'installation de ce paquet. On est dans la dernière phase d'installation, et donc Plot est en train de terminer ici son installation. Donc la dernière phase, c'est la précompilation des packages que l'on a installés. Alors, pas d'inquiétude sur cette erreur, parce que j'ai appuyé sur une touche en même temps que l'installation se faisait. Pour quitter le mode de gestion des paquets, il suffit d'appuyer sur la touche Backspace ou Retour en arrière. Ce que je fais, je reviens en mode Julia. Maintenant que j'ai installé ce package Plots, je peux
taper la commande using plots qui me permet de dire à Julia que je vais utiliser ce paquet que j'ai installé. Et donc là encore, il y a une petite phase initiale qui consiste à charger le paquet en mémoire. Et pour vérifier que l'installation s'est bien passée, je vais générer une suite de nombres, par exemple une suite que je vais stocker dans un vecteur Y, de nombres entre 1 et 20, et je vais en générer 30, des nombres comme ça. Donc là, j'ai mon vecteur Y, d'accord? Si je fais un print ln de Y, je vais voir l'affichage de mon vecteur ici. Et ce vecteur, je peux le tracer avec directement la fonction plot, en faisant plot du nom du vecteur. Donc par défaut, en abscisse, ce seront les nombres qui vont se suivre un par un, donc de 1 jusqu'à 20, jusqu'à 30, pardon, et en ordonnée, les valeurs trouvées par, ou générées par la fonction rand. Et donc j'obtiens ici un graphique qui va s'ouvrir dans une autre fenêtre, évidemment, puisque c'est un affichage graphique que ne permet pas directement le REPL de Julia. Voilà la fenêtre qui s'est affichée, qui correspond ici au nombre. On voit d'ailleurs, hein, le premier nombre vaut 20, le deuxième vaut 9, le troisième vaut 18, le quatrième vaut 18, le cinquième vaut 17, etc. Donc on a bien affiché de manière basique ici notre vecteur Y. Pour la programmation linéaire, je vais donc continuer l'installation des packages nécessaires. Je retape à nouveau donc l'accolade fermante, le crochet fermant pour entrer dans le mode de gestion des paquets. Et je vais avoir besoin de plusieurs paquets. Le package jump avec un J majuscule, un U minuscule, un M et un P majuscule. Le package glpk qu'on va utiliser en cours. Le package, donc glpk tout en majuscule. Le package clp avec C en majuscule. Et le package cbc avec C en majuscule, le premier C en majuscule. Et donc là, je tape Entrée, et on va avoir l'installation des paquets, de ces 4 paquets qui sont indispensables pour la programmation linéaire. Donc on va laisser se dérouler l'installation, et on se retrouve à la fin de l'installation de ces paquets. Voilà, l'installation s'est terminée, on se retrouve à la fin du gestionnaire de paquets, et en appuyant sur la touche Backspace ou Retour arrière, on revient à Julia. D'accord? Si on veut être sûr de la liste des paquets installés, on retourne dans le gestionnaire de paquets en appuyant sur crochet fermant et on tape la commande status pour vérifier la liste des paquets installés. On a également le numéro de version associé. Voilà. Maintenant que notre environnement est configuré, on va voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser Julia et Jump pour résoudre un petit exemple de problème très simple qu'on aurait modélisé sous forme d'un programme linéaire, ce qu'on a fait par exemple dans la session vidéo d'exemple algorithme du simplex. Donc la première chose à faire pour cela, c'est d'utiliser les bons packages. Donc ici, on va avoir le package jump à utiliser, et on va utiliser un package pour le solver, donc on a besoin d'utiliser, qui va être par exemple le package glpk. Voilà. Donc là on est prêt à utiliser notre solver avec ces deux packages. Donc il va falloir déclarer un modèle, je vais l'appeler M par exemple, le nom de mon modèle, et je vais utiliser la syntaxe de jump pour déclarer ce modèle, avec ici un paramètre qui s'appelle withOptimizer, et là je lui spécie que je veux utiliser l'optimizer de glpk, donc en utilisant glpk.optimizer. Une fois que mon modèle est déclaré, donc pour l'instant c'est un modèle qui est vide, je vais pouvoir y ajouter les variables, les contraintes et l'objectif. Donc je vais reprendre le tout petit problème de la séance vidéo sur l'algorithme du simplex, et comme ça on pourra vérifier qu'on trouve bien les bons résultats.
Après, libre à vous de chercher un petit peu dans la documentation comment déclarer d'autres modèles ou utiliser pleinement la documentation de Julia et toutes les possibilités offertes par Jump. Donc pour déclarer les variables, j'utilise les macros de GLPK et de Jump. Donc ici, arrobas variable. Ensuite, je dis que j'ajoute une variable à mon modèle M. Ma variable s'appelle x1 et ma variable, c'est une variable positive, comme vous vous en souvenez dans la déclaration de nos problèmes. Donc j'ai une première variable comme ça. Voilà, ma première variable est déclarée. Je vais faire un flèche vers le haut et modifier pour déclarer ma deuxième variable x2. Voilà, j'ai mes deux variables qui sont déclarées. Maintenant, je vais pouvoir déclarer mes contraintes, donc toujours pour mon modèle M, donc avec la macro @constrainte, ouvrez la parenthèse, M virgule, et là je peux dicter simplement mes contraintes. Donc j'avais une première contrainte qui était un moins 2x1 plus 5x2 qui était inférieur ou égal à 20. Voilà ma première contrainte. Ah, j'ai fait une erreur. Où est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai fait une erreur, peut-être en mettant cet espace. Voilà. Voilà ma première contrainte. Deuxième contrainte, donc toujours @constraint pour le modèle M. Je vais rajouter la deuxième contrainte qui était x1 plus x2 inférieur ou égal à 11. Et la contrainte, la dernière contrainte, 4x1 plus x2 inférieur ou égal à 32. J'ai oublié de rajouter le nom du modèle, donc on ne sait pas sinon à quel modèle on ajoute cette contrainte, ce qui est très embêtant. Donc voilà nos trois contraintes ajoutées. Et il nous manque maintenant la fonction objectif qui se déclare avec la macro @objectif. Donc toujours pour le modèle M. Et ici, il faut donner le sens de l'optimisation, donc max ou min. Et la fonction objectif, c'était un 2x1 plus x2. Fermez la parenthèse. Et voilà, j'ai complété mon modèle. Éventuellement, si je veux savoir quel est mon modèle, je fais un print M, ce qui me permet ici directement d'avoir le résumé de mon modèle. Vous être certain que le modèle que j'ai rentré est celui qui correspond à ce qu'on attend. Et maintenant, je vais pouvoir résoudre ce modèle. La résolution se fait avec la macro optimize, point d'exclamation, et le nom du modèle que je veux optimiser. Alors, ici, on n'a pas trop d'informations, parce que le solver GLPK qu'on utilise, celui qu'on a utilisé quand on a spécifié with optimizer, ne nous donne pas beaucoup d'informations. Il est donc important de vérifier que le statut de mon modèle est bien résolu à l'optimum. Ici, c'est le cas. Et si vous demandez l'aide, si vous allez chercher dans l'aide sur les valeurs de termination status, vous verrez qu'il peut y avoir unfinished, unfeasible, unbounded, etc. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de s'assurer que le modèle est bien résolu à l'optimum. Pour obtenir la valeur de la fonction objectif, je fais appel à une fonction qui s'appelle objective_value pour mon modèle M et qui me donne 18. Et je peux ensuite faire appel à la valeur de chacune des variables, la value avec la fonction value de x1 qui me rend 7 et value de x2 qui me rend 4. Et si vous vous souvenez bien, c'est bien la solution optimale qu'on avait obtenue. Donc la valeur de la fonction objectif 18, valeur de x1, 7, valeur de x2, 4. Et voilà comment on a pu résoudre un tout petit exemple de programme linéaire. N'hésitez pas à utiliser cet outil
pour vérifier l'exactitude de vos résultats obtenus en appliquant l'algorithme du simplex sur les autres problèmes. Pour terminer, je voulais juste vous préciser une petite chose très très importante. Quand vous relancez une session de Julia, vous n'avez pas besoin de réinstaller les paquets que vous avez déjà installés dans le gestionnaire de paquets. Ici, si je retourne dans le gestionnaire de paquets et que je tape la commande status, bien que j'ai quitté Julia et éventuellement même redémarré mon ordinateur, tous les paquets que j'avais installés précédemment sont là. Donc la commande add avec le nom du paquet n'est pas à refaire, elle n'est à faire qu'une seule fois. Par contre, si je veux utiliser par exemple la fonction plot, elle est rattachée au package plots. Donc quand je fais appel à cette fonction, elle n'est pas disponible. Par contre, pour y faire appel, je fais un using plots, et là, de nouveau, je peux faire appel à la fonction plots. Voilà, donc notez bien ça. Hein, d'un côté, l'installation des paquets qui se fait une fois, et de l'autre, l'utilisation des paquets qu'on a besoin de faire à chaque fois qu'on va faire appel à des fonctions dans ces paquets, comme dans tout le langage de programmation.